travaillé lors de l'avènement de la pandémie. Donc, nous avons essayé à Data Protect de contribuer un peu aussi de notre côté et nous avons mis une organisation pour rapidement adresser chacun nos retours, nos recommandations par rapport aux différents aspects liés de la pandémie. Donc, et produit ce livre blanc qui a été mis gracieusement au profit voilà, de tous les demandeurs. Donc, on va voir un peu les aspects légaux, juridiques liés à tout ce qui est télétravail, assez rapidement, j'espère. On va voir l'importance de la préparation en amont. On parle de scénario de télétravail. Idéalement, c'était intégré dans une démarche, je dirais, de préparation de voilà, la continuité d'activité. On va voir les risques liés à tout ce qui est télétravail et un ensemble de stratégies sécurité que nous avons recommandées et puis que nous avons détaillées vraiment dans le livre. À parler d'un modèle de maturité par rapport à la sécurité du télétravail et, et j'espère répondre à vos différentes questions. Donc, je ne sais pas déjà, je suis bien entendu. Parfait. Donc, le télétravail, c'est vraiment lorsqu'un collaborateur va pouvoir utiliser les ressources informatiques mises à sa disposition sans qu'il soit dans les locaux de l'organisation, de l'entreprise, de la banque ou de l'organisation en question. Ce télétravailleur, il va manipuler les données de l'entreprise et voilà, accéder aux applications, accéder aux données hors de l'écosystème prévu dans l'écosystème prévu initialement. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, beaucoup d'organisations, bah, ils ont bâti une stratégie cybersécurité autour d'un environnement qui est fermé, qui est contrôlé. Donc, on est dans le réseau de l'entreprise, on a nos WAF, on a nos firewalls, on a nos solutions. Donc, cet aspect-là, d'utilisation des données, accès aux services en dehors de ce périmètre maîtrisé n'avait pas été systématiquement intégré par défaut. Il est à rappeler que, in fine, comme pour tous les dispositifs sécurité, la pierre angulaire restera le collaborateur. On va voir un ensemble de stratégies, un ensemble de recommandations, d'actions concrètes sur lesquelles l'organisation a la main en direct. C'est un peu l'esprit de notre guide. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons fourni plusieurs autres guides, plusieurs recommandations, donc une vidéo de sensibilisation à destination des collaborateurs finaux, donc des bonnes pratiques par rapport à tout ce qui est télétravail adressé aux télétravailleurs. Le livre blanc, donc en plus, il va essayer d'adresser ces aspects au niveau des décideurs, des acteurs de ce télétravail, pas des télétravailleurs. Donc on va voir un ensemble de stratégies que voilà les équipes sécurité, les équipes informatiques, les décideurs vont pouvoir mettre en place pour sécuriser le télétravail. Donc, nous avons, bien sûr, dans le livre blanc, commencé par les aspects juridiques. Nous avons rappelé un ensemble de législations qui existent par rapport à tout ce qui est encadrement du télétravail. Ce qu'il faut savoir, par exemple, qu'aux États-Unis, dès 2010, une loi a été promulguée qui cadrait ces aspects-là. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette loi même obligeait donc les organismes fédéraux à considérer le télétravail dans leur plan de continuité d'activité et obliger les organisations fédérales à avoir un correspondant télétravail. Et elle obligeait donc la mise en place d'un contrat donc, qui régit les modalités du télétravail. Donc ça existait, c'était opérationnel depuis 2010. Et cette loi qui considérait voilà, principalement les organismes fédéraux était utilisée comme modèle géré par les autres organismes privés. En France aussi, donc dès 2017, la réforme du Code de travail a intégré ce qu'on a nommé de la flexisécurité par rapport à tout ce qui est télétravail, donc pour faciliter le recours du télétravail. Mais là aussi, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a une formalisation dans la définition du télétravail. Donc, un rappel que le droit de l'employé, que les,
l'égalité des droits du télétravailleur par rapport à un travailleur normal. Donc, il bénéficie des mêmes droits, donc il a aussi les mêmes obligations. La loi française détaille les conditions de passage en télétravail et le droit du collaborateur à retourner donc au mode normal, non, c'est-à-dire sans télétravail. Donc, c'est quelque chose qui était en place et c'est quand même assez développé, ce niveau-là. On voit des entreprises, par exemple, avant de donner l'accès au télétravail, ils vont demander, par exemple, un bilan électrique, voilà, donc de l'espace où le collaborateur va faire le télétravail, donc pour s'assurer que s'il est chez lui, il ne va pas mettre, voilà, en danger bah, ses installations en pratiquant le télétravail de chez lui, par exemple. Donc, mais in fine, donc, le cadre légal existe et opérationnel. En revanche, ce qu'on constate, c'est que dans la majorité des pays africains, d'un point de vue purement juridique, on note l'absence de la définition juridique du télétravail ainsi que de réglementation spécifique au télétravail. Pandémie oblige, ça commence à changer. Donc, mais le fait est que le télétravail était plus considéré comme un luxe réservé à quelques cadres, quelques employés ou bien utilisé uniquement par quelques collaborateurs en cas de crise. Maintenant, ça change. Généralement, en fait, on considérait bon, dans ces pays-là, dans notre pays aussi, le télétravail plutôt comme une forme d'organisation du travail, donc qui va permettre aux collaborateurs d'exercer ces activités en dehors du lieu du travail. Maintenant, la bonne recommandation, la bonne pratique, c'est d'instaurer d'abord un formalisme pour ce télétravail à travers un contrat, un annexe, une charte, donc qui va définir, gérer les responsabilités de tout à chacun et qui va surtout participer à diminuer le niveau d'incertitude au sein des télétravailleurs. Donc, autant que possible, ce document-là, cette annexe-là, donc, va devoir fixer les objectifs en termes de temps de travail, de mécanismes de contrôle du travail, d'évaluation, les plages horaires, par exemple, dans la loi française, on doit définir quand est-ce que c'est autorisé d'appeler le collaborateur lorsqu'il est en télétravail. Télétravail ne veut pas dire travailler 24/7. Donc, confidentialité, protection des données. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le télétravail, il pourrait présenter un réel gain de productivité. Mais maintenant, il impose, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, une revue des modes de gestion des collaborateurs. Dans le sens où bah, on ne va plus gérer à vue, mais on va gérer à travers les résultats ou à travers les objectifs. Donc, c'est quelque chose d'assez important et qu'il va falloir, autant que possible, sur lequel il va falloir sensibiliser, gérer les collaborateurs, les managers, et qu'il va falloir aussi formaliser. Donc, par rapport au télétravail, donc, in fine, cette pandémie-là, le Covid-19, donc, a entraîné tout le monde, donc, a imposé pratiquement la mise en place de cette stratégie de télétravail à un ensemble d'organismes. Maintenant, il faut se rappeler que nous avions eu il n'y a pas longtemps le H1N1, que ce genre, je dirais, de crise peut être amené aussi par d'autres catastrophes, une guerre, terrorisme, tremblement de terre. Donc, plutôt de se contenter d'espérer que ça n'arrivera jamais, bah, il faut s'y préparer donc en établissant un plan de continuité d'activité. Donc, le PCA, le plan de continuité, est un exercice d'anticipation où on va en amont prévoir, gérer les moyens à mettre en place pour faire face à ce genre de situation. Dans le monde idéal, euh, gérer, et on va le voir par rapport à nos échelles de maturité, les organisations qui étaient préparées, je dirais, à ce genre, qui avaient un PCA valide, qui intégrait comme stratégie la mise en place de la continuité d'activité, ont eu moins de mal à basculer rapidement en mode télétravail. Ce qu'il faut rappeler par rapport à la continuité, par rapport à tout ce qui est PCA, c'est la nécessité d'avoir une cellule dédiée, dotée des moyens, des responsabilités, de l'autorité
nécessaires. Donc, cette cellule, généralement, elle va commencer par départager les activités essentielles, donc elle va les identifier en amont, elle va identifier les niveaux de services minimaux et les ressources associées qu'il va falloir mettre en face. Et in fine, c'est un sujet qui est quand même assez mature, assez accessible, là encore, et c'est pas que les grandes organisations qui peuvent se doter de tels outils ou de tels moyens, c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste s'y mettre. Donc, in fine, cette cellule qui va préparer je dirais la crise, qui va préparer la réponse aux crises, bah, elle va être active. On avait dit avant, mais elle va aussi être active pendant la crise et elle va être active après la crise. Donc, on a dit que pendant la crise, avant la crise, elle va préparer les différents scénarios, s'assurer qu'il y a les moyens, faire les tests, les entraînements des parties prenantes, gérer les relations avec les fournisseurs. Pendant la crise, elle va gérer la communication, elle va activer les plans, elle va déclencher les actions, elle va s'assurer que marche, elle va piloter les activités. Donc, elle va décider au cas où il y a des imprévus. Donc, elle va communiquer, on va voir l'importance de la communication. Après la crise, bah, elle va faire le retour à la normale et elle va faire l'évaluation, elle va voir ce qui a marché, ce qui n'a bien pas marché, et elle va améliorer ses processus pour l'après-crise. Donc, généralement, donc, et un des points les plus importants, puisque nous, on parle principalement cybersécurité, c'est surtout de s'assurer que dans ce contexte-là de PCA, de continuité d'activité, on ne va pas dégrader le niveau de sécurité existant. On ne va pas, au nom de la continuité d'activité, mettre, gérer en faille nos systèmes qui étaient mieux protégés avant. Donc c'est important de gérer, de garder en vue que l'objectif de continuité ne doit pas atteindre les autres objectifs sécurité. Maintenant, ce plan de continuité, il va générer un ensemble de stratégies. Ces exemples-là étaient donnés à titre indicatif comme stratégie qu'on retrouverait pour répondre à ce genre de crise. On aurait trouvé la mise en place de mesures sanitaires renforcées, la restriction des accès physiques, puisqu'on parle de pandémie pour que les personnes n'accèdent pas, pour limiter les accès à nos sites, le recours au plan de succession, donc avoir des listes des collaborateurs s'ils sont absents, qui va les remplacer et tout, priorisation des activités, on ne va pas pouvoir tout faire sûrement, donc on doit avoir cette priorité préparée, gel des prestations non critiques, recours au télétravail. Donc, et là, on aurait eu le détail par rapport à tout ce qui est télétravail. Maintenant, si on parle aussi préparation en amont, on va voir un ensemble de risques et un ensemble de mesures sécurité. Et généralement, comme on dit, les tuiles se posent pendant le bon temps. Donc, lorsqu'on va voir et lorsqu'on va commencer à arbitrer par rapport aux mesures sécuritaires à mettre en place, ça serait bien d'avoir en face les risques sécurité identifiés et de connaître de manière non ambiguë, gérer la criticité des systèmes qu'on veut mettre en place pour arbitrer par rapport au contrôle. Est-ce que ça vaut la peine d'investir, de mettre en place des solutions? Bien, c'est disproportionné par rapport au risque. Et ce travail, effectivement, il se fait généralement en amont. Donc, les organisations, ils vont identifier les risques en amont, ils vont classer les données sonores au niveau de criticité, donc, et ils vont mettre en place les mesures nécessaires par rapport à la criticité du système. Donc, ne pas mettre trop de mesures, ne pas mettre assez de mesures. Donc, l'information doit être protégée en fonction de son importance. Donc, nous avons rappelé en détail tous ces éléments-là dans le livre blanc. Maintenant, nous avons proposé un ensemble, là encore, de stratégies, rappelé un ensemble de bonnes pratiques à mettre en place en l'illustrant par des guides, des recommandations pour la mise en place, mais il faut garder à l'esprit que, qu'il faut que la préparation en amont est la meilleure solution. Et si on adopte des solutions maintenant, dans l'urgence, rien n'empêche
de refaire une itération sur ces éléments-là pour s'assurer que ce qu'on met en place, il est en phase par rapport aux risques encourus et par rapport aux importances, aux criticités des systèmes voilà, qu'on protège. Maintenant, si on parle risque pour le télétravail, euh, là, on a essayé d'illustrer un télétravailleur, voilà, qui tranquillement va accéder à va faire du télétravail, accéder au système de l'organisation. Bah, il accède généralement depuis un réseau interne personnel. Peut-être qu'il ne bénéficie pas des mêmes moyens de protection que des réseaux des entreprises et tout. Donc, nous, on a bah, dans un autre guide et dans le livre blanc, on a détaillé, je dirais, les bonnes pratiques côté utilisateur final. Donc, il doit vérifier la sécurité de son Wi-Fi, mettre un Wi-Fi fort, donc ne pas se connecter à un Wi-Fi non contrôlé. Donc, ces différents éléments-là, mettre à jour son poste. Donc, ça relève, je dirais, de la sensibilisation de l'utilisateur final. Maintenant, un voisin peut essayer d'attaquer son réseau, peut essayer de s'introduire dans son réseau interne, s'introduire dans son PC, y installer des keyloggers, y installer, oups, y installer ses programmes malveillants. À travers ces programmes malveillants, ces keyloggers, il va pouvoir récupérer les accès, il va essayer de se connecter, donc faire des intrusions sur le système central, bien récupérer des données directement sur son poste de travail, utiliser son poste comme robot pour accéder, gérer à l'environnement central. Donc, il va essayer de faire des intrusions sur son réseau. En pratique, il va plus être ciblé par des personnes qui sont dans l'autre bout de la planète, qui vont essayer de l'atteindre à travers des attaques de phishing. On a vu que, je pense que chacun de nous a reçu des mails de phishing par rapport à tout ce qui est Covid. Tout le monde veut connaître l'évolution, nouveaux vaccins. Donc, et les malfaiteurs connaissent ça très bien. Donc, ils abusent, je dirais, de ces attaques par phishing, donc qui vont lui permettre ou leur permettre aussi de prendre la main sur son poste de travail, de récupérer les données qu'il a sur son poste, d'utiliser son poste pour réaliser des intrusions sur la plateforme interne. Les malfaiteurs, bon, ils vont aussi voilà, identifier ces nouveaux systèmes voilà, qui sont maintenant accessibles. Donc, ces nouveaux services d'accès à distance, ils vont essayer de les attaquer, ils vont essayer de les faire tomber, de faire du chantage, ou bien ils vont essayer voilà, d'exploiter les vulnérabilités sur ce nouveau système qui ont été mis en place à la hâte. Donc, pour l'accès VPN, peut-être il n'y avait pas d'identification. Ils vont essayer de brute force et récupérer des accès. Donc, c'est des nouveaux systèmes, voilà, c'est des nouvelles ressources, c'est des nouvelles possibilités qui sont pour eux et vraiment, ils ne vont pas se faire prier pour pour essayer d'en tirer des profits. Donc, il y a plusieurs vecteurs d'attaque. Donc, on a dit, c'est les postes de travail de l'utilisateur, c'est son environnement d'accès réseau, c'est le réseau lui-même qui est utilisé, donc les nouveaux services qui sont déployés. Donc, par rapport à ça, donc on a voilà, recommandé un ensemble de stratégies voilà, donc à mettre en place, à même d'atténuer ce risque-là. Donc, et enfin, comme vous savez, sur la sécurité, l'idée, on n'a pas de solution miracle, une solution passe-partout. Euh, Moi, personnellement, j'en connais pas encore, mais c'est vraiment un enchaînement de solutions, un enchaînement de briques, de mesures sécurité qui vont nous assurer le niveau de sécurité souhaité. Donc, lorsqu'on parle sécurité, stratégie de sécurité, une des premières stratégies, c'est la sécurisation des canaux d'accès. Donc, pour la sécurisation des canaux d'accès, il y a plusieurs solutions, plusieurs moyens. Ce qu'on voit parfois, c'est certaines organisations, c'est qu'ils viennent et qu'ils vont publier des services directement sur Internet. Genre, bon, ils le faisaient déjà, par exemple, avec tout ce qui est messagerie. Donc, messagerie, ben, c'est un service parfois ou là souvent qui est accessible depuis Internet, à travers le WoW ou à travers l'ActiveSync mobile. Donc, il suffit de connaître l'adresse, d'avoir un compte identifié, on y accède. On commence à le voir beaucoup avec les services de banking,
avec beaucoup d'organisations qui avaient des services qui étaient accessibles en interne, en intranet, et maintenant qui commencent à les publier pour permettre à leurs collaborateurs qui sont à distance pour pouvoir y accéder. Bon, c'est un scénario. C'est un des scénarios les moins sécurisés, les moins avantageux, parce que, in fine, euh, on va détailler ça vraiment en détail dans le livre blanc, mais s'il y a une défaillance sur ce système-là, ce service-là qui est publié, soyez sûr que sûrement les attaquants vont être plus rapides voilà, que les organisations elles-mêmes. Il y a des systèmes qui cartographient, qui mappent tous les services qui sont publiés avec les versions et tout. Et dès qu'il y a une vulnérabilité, si ces gens-là, bah, à 3 heures du matin, ils vont exploiter avant que les administrateurs se réveillent pour appliquer les correctifs, pour appliquer les patchs. Donc, ça, soyez-en certains. S'il n'y a pas d'authentification forte par rapport à ce système-là, bon, ils vont essayer de brute forcer. Ils vont essayer Donc, c'est un scénario rapide à mettre en place. Il ne va pas nécessiter beaucoup d'investissement, mais selon les systèmes, c'est vraiment un scénario. Généralement, c'est un système ou un scénario à éviter. Ce qu'on retrouve, une variante de ce scénario-là, c'est que les entreprises, les organisations, ils vont publier à travers un portail d'accès. C'est un genre de relais. Les gens, ils vont se connecter, donc depuis leur adresse, ils vont accéder à ce relais, ils vont s'authentifier sur ce relais-là, généralement et idéalement avec de l'authentification forte, on va le voir. Donc, ils vont s'identifier sur ce relais et à partir de ce relais-là, ils vont se connecter aux systèmes voilà, qui sont publiés. Ce relais-là, contrairement aux autres applications, normalement, il doit être pensé pour être sécurisé, pour être exposé sur Internet. Il doit être pensé pour résister aux attaques les plus connues. Il doit être durci. Donc, donc ça, c'est aussi une des possibilités qui est possible, qui est permise. Donc, du moment qu'on met en place tous les briques nécessaires par rapport à ce relais-là, qu'on fait de l'authentification forte, que l'accès se fait avec un bon chiffrement, qu'on n'a pas de possibilité de brute force, que le système soit très durci, donc il soit très difficile gérer, d'exploiter des vulnérabilités dessus. Là, donc, ça reste un scénario aussi possible. Il y a une rupture protocolaire. Donc, même s'il y a un problème sur un des, voilà, même si on a des systèmes, des applications internes qui sont par défaut, je dirais, faibles, qui ne sont pas nécessairement conçus pour être exposés sur Internet, alors là, on fait une rupture protocolaire, c'est plus facile. Donc, et là, on concentre la sécurité sur ce portail d'accès. Parfois, parfois c'est des solutions VPN, portail VPN, donc qui vont aussi fournir ce genre de fonctionnalité. Mais dans ce système-là, comme dans le premier, on n'installe rien sur le poste de travail de l'utilisateur. C'est-à-dire, on publie, l'utilisateur accède et c'est transparent. D'accord. Le troisième scénario, donc, et qui est un des scénarios les plus communs, c'est qu'on va utiliser une passerelle VPN, comme pour le portail d'accès, sauf que là, on a un logiciel qui est installé sur le poste de l'utilisateur. Donc, c'est ce logiciel qui va chiffrer toutes les communications. Donc, il va établir un canal virtuel chiffré jusqu'à ce concentrateur VPN, donc jusqu'au réseau de l'entreprise. Donc, il va sécuriser tout ce flux-là. Donc, idéalement, on utilise aussi cet agent, puisque là maintenant, on a un logiciel qui tourne sur le poste de l'utilisateur pour jouer le rôle de mini firewall. Donc voilà, comme ça, il protège ce PC lorsqu'il est connecté, parfois même après. Donc il y a des fonctionnalités supplémentaires du moment, quand je dis qu'on a un agent pour vérifier, par exemple, que le poste est à jour, il a l'antivirus, il est activé, il est à jour, il a les derniers correctifs, avant de le laisser rentrer sur notre réseau. Donc, et de même là, donc, après accès au réseau, il va pouvoir accéder aux autres services. Parfois, on trouve le VPN plus le portail. Donc, le VPN va le donner accès au portail pour les applications web et tout. Et généralement, c'est aussi le système qui est utilisé et qui était avant systématiquement utilisé par les administrateurs internes. Parce que contrairement au portail qui va être limité, géré aux applications, un portail, généralement, c'est pour accéder en HTTPS, peut-être en RDP avec des applets Java,
Voilà, mais ça reste assez limité, alors que le VPN, c'est un accès IP. Du moment qu'il y a de l'IP derrière, on va pouvoir y accéder de manière sécurisée, de manière rapide. On peut avoir le minimum d'overhead possible. Donc, c'est le scénario, je dirais, roi, c'est le scénario le plus utilisé. C'était avant systématiquement utilisé par les administrateurs. Maintenant, ça commencera à être utilisé par tout le monde. La limitation, c'est qu'il faut installer l'agent sur le poste de travail. C'est ça le principal limitation. Il faut que ça soit être fait ou bien en amont, que l'utilisateur utilise le poste de l'entreprise, donc qu'on puisse y installer l'agent, ou bien que l'administrateur, bah, il ait les pouvoirs sur ce PC personnel qu'il utilise et qu'il consente à y installer l'agent. C'est un peu ça la limitation. On peut faire les déploiements a posteriori, à distance, et c'est plus embêtant que les autres solutions où on n'avait pas de prérequis côté poste de travail. Euh, une autre variante par rapport à ce scénario-là, qui est très intéressante, qui est fournie par quelques éditeurs, c'est que au lieu d'investir dans un concentrateur VPN qui doit être dimensionné pour tous nos collaborateurs, et de faire toutes ces configurations ici, donc durcissement, la compatibilité, il y a des éditeurs qui ont des solutions où le VPN, il y a l'agent tout le temps, mais le VPN se connecte à un fournisseur en cloud, à un service en cloud. Tout le monde se connecte là et on n'a qu'une seule liaison maîtrisée donc à travers notre firewall vers notre réseau. Vraiment, c'est comme si on a un serveur VPN en cloud directement chez le fournisseur dédié. Et l'avantage de ce genre de solution, c'est qu'en plus, généralement, ils vont aussi fournir les autres couches de sécurité web, sécurité email directement. Donc les utilisateurs, ils se connecteront tout le temps à leur firewall sur le cloud avant d'accéder à Internet, aux autres services, ou bien avant d'accéder aux services de l'organisation de manière sécurisée. Mais c'est aussi dans la famille des VPN. Donc, un autre mode qui est aussi très intéressant, c'est tout ce qui est vidéal, pour poste de travail virtuel. Là, concrètement, les utilisateurs, pour accéder à leur application, ils vont se connecter à un poste virtuel. C'est un poste de travail, une image, où ils ont tout leur environnement, leurs fichiers, leurs données, leurs applications. Il n'y a plus de problème de compatibilité, généralement plus de problèmes de performance parce que lorsqu'ils vont se connecter à leur application, ils vont se connecter depuis ces postes qui sont plus ou moins sur le même réseau, qui sont dans le même data center. C'est la solution avec la meilleure compatibilité. Généralement, c'est une solution qui est aussi très rapide. Là, il peut utiliser son poste de travail, non maîtrisé, c'est pas grave, dans le sens où toute la sécurité va être principalement à ce niveau-là. C'est ce PC-là, cette image-là, qui a les dernières mises à jour, qui a les derniers correctifs, qui est contrôlé, qui est sécurisé. Là, il peut accéder directement à travers le portail pour accéder au VDI, ou bien utiliser un VPN ou accéder au VDI, mais vraiment, une bonne partie de la sécurité va pouvoir être assurée ici. Ce scénario-là, et je dirais, même d'un point de vue sécurité, reste très intéressant. Et il est très intéressant aussi par rapport à tout ce qui est télétravail, parce que généralement, on va trouver que ces organisations-là, ils vont utiliser ces VDI-là, même lorsque les collaborateurs sont internes. Même à l'intérieur du réseau de l'entreprise, ils vont se connecter ici. Donc, ils ont leurs applications qui sont ici. Lorsqu'ils sont hors du réseau de l'entreprise, bah, ils vont retrouver leur même environnement. C'est transparent, c'est transparent, c'est convivial. Donc ça, c'est les différentes familles par rapport à tout ce qui est accès distant en mode télétravail, avec les différentes variantes qu'on va pouvoir retrouver. Maintenant, par rapport à ces différents euh, moyens pour l'accès à distance, il ne faut pas oublier l'authentification forte qui n'est pas une option. Avant, on authentifiait aussi l'utilisateur de par sa présence physique sur le locaux. Donc, on disait que pour accéder à l'application, il faut un nom utilisateur et mot de passe. Mais il faut aussi être présent physiquement dans le réseau de l'entreprise. Là, maintenant, ce n'est plus le cas. Si je publie directement ou bien si j'utilise un VPN, bah,
On peut malheureusement pas contrôler, hormis bien sûr de la sensibilisation et autres, on ne peut pas contrôler ce que l'utilisateur va mettre sur son mot de passe. Même si dans notre système, nous, on va mettre des règles de complexité dans la passerelle VPN, dans la passerelle VDI, parce qu'on va obliger à avoir un mot de passe complexe, 12 caractères alphanumériques. Mais si ça se retrouve, ce collaborateur-là, il va faire objet d'une attaque de phishing et il va divulguer ce mot de passe complexe, ou bien il va utiliser ce même mot de passe dans une application, dans un site web personnel qui n'est pas sécurisé et qui va se faire hacker. Donc les gens ils vont récupérer ça pour pouvoir l'utiliser. C'est des choses qui arrivent, qui sont arrivées, donc, et l'organisation ne peut pas se permettre ce genre de scénario. Donc l'authentification forte n'est pas une option. Et en plus, ça coûte 3 fois rien, façon de parler. Donc, en plus de son mot de passe qui doit être complexe, qui doit respecter toutes les bonnes pratiques, on va rajouter un deuxième authentifiant, quelque chose qu'il a ou quelque chose qui il est, en plus de ce qu'il connaît déjà. Donc, les solutions peuvent être sous forme de tokens physiques, c'est pas pratique par cette période de pandémie, ou aussi de tokens virtuels, logiciels, donc généralement à travers une application mobile. C'est ce qui est le plus souvent utilisé. Le déploiement peut se faire très rapidement et on peut coupler ça avec principalement au minimum pour tout ce qui est VPN, portail, pour tout ce qui est gateway qui nous permet d'accéder au réseau. Donc pour rajouter cette brique de couche importante de sécurité. Maintenant, même si un malveillant va récupérer je dirais, va accéder à notre réseau, va accéder au poste de travail du télétravailleur, peut-être qu'il récupérera des fichiers qui sont sur son poste là, mais il ne va pas pouvoir utiliser ça pour accéder au réseau de l'entreprise, il ne va pas récupérer de nouveaux fichiers. On va limiter encore même un peu l'impact. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une bonne partie de normes, de standards de sécurité exige l'authentification forte. Ce n'est pas une option. Donc, généralement, une bonne analyse de risque ne devrait pas passer à côté de ça aussi. Donc, il y a aussi la problématique de la protection de la donnée. Donc, comme on a dit, la donnée, elle est dans le système d'information de l'organisation. Donc, on a dit, on va essayer de contrôler l'accès. Voilà aussi tout. Donc, on suppose qu'il y a un ensemble de mesures de sécurité déjà en place par rapport à la sécurisation de ces données-là. Notre objectif, c'est les données sur ce poste du télétravailleur, les données là, dans ce contexte-là de télétravail. Donc, un des moyens, une des solutions, c'est l'utilisation de solutions de protection des données personnelles, donc qui vont protection contre les fuites des données, donc qui vont un peu contrôler les différents canaux, empêcher voilà qu'elle va être imprimée, qu'elle va être copiée sur le web vers un autre site à travers les réseaux sociaux, voilà, ou à travers la messagerie. Donc, c'est aussi des solutions qui peuvent être très efficaces du moment qu'on a déjà classifié ces données, qu'on les a déjà inventoriées, qu'on les connaît. C'est des solutions qui peuvent être très efficaces. Là encore, dans ce contexte, bah, ça suppose que les solutions sont installées sur le poste de travail. Donc ou bien c'est un poste de travail de l'organisation, un poste de travail maîtrisé, ou bien l'utilisateur a le privilège d'administration et il consent à installer ce genre de logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre famille de produits qui mesure tout ce qui est productivité des collaborateurs. Donc pendant ce temps-là, il fait du télétravail. Mais est-ce que, voilà, il faisait du télétravail ou jouait à des jeux ou il passait ses journées sur YouTube? C'est des genres de produits qui permettent de mesurer ça. Une bonne partie de ces produits-là intègrent une couche DLP. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans des contextes, j'ouvre une parenthèse, on n'en parle pas beaucoup dans le livre blanc, mais peut-être que nous, peut-être que nous, on voit de mauvais œil ces aspects-là, contrôle de productivité, voilà, protection des données personnelles et tout. Les anglo-saxons n'ont pas ces états d'âme. Dans la relation contractuelle, avec un télétravailleur, ben, comme on a dit, il faut définir les moyens, comment on va mesurer le rendement, le travail,
Surtout que sous certains sites, on facture, entre parenthèses, par heure et non pas par jour. Donc, ce genre de solution de produit est l'utilisation de ce genre de produit est très démocratisée donc, par rapport à voilà, autre chose. Mais bon, c'est une autre question. Mais ce genre de solution peut intégrer aussi donc, des solutions de TLP. Un autre moyen, c'est tout ce qui est chiffrement des données sur le poste de travail. Là encore, c'est quelque chose de très intéressant. En plus du chiffrement de disque, qui, in fine, va protéger lorsque quelqu'un va avoir accès au PC du télétravailleur, il utilise un PC voilà, dans un endroit plus ou moins non maîtrisé, et on a peur que quelqu'un allume le PC et récupère ses données, ces solutions vont pouvoir protéger. Un autre moyen, une autre possibilité, c'est les solutions qui vont créer des conteneurs chiffrés. C'est-à-dire, je ne vais pas chiffrer tout le poste de travail, mais lorsque la personne veut utiliser des documents, ils vont être téléchargés dans des conteneurs chiffrés, elle va les lire, mais il ne va pas pouvoir les exporter, il ne va pas pouvoir les envoyer. Donc, voilà, et j'ai pas besoin de privilèges avancés, j'ai pas besoin de prendre la main sur sa machine pour pouvoir utiliser ces éléments-là. Là encore, c'est des solutions très intéressantes. Généralement, ces solutions, ils viennent je dirais, dans les solutions de gestion de poste, dans les solutions de gestion de parc assez évoluées. Il intègre ces fonctionnalités-là de conteneurs virtuels où je peux utiliser les données entreprises, les données et les applications entreprises. Donc, pour rappel, donc, dans ce genre de solution, les données, ils vont pouvoir être téléchargées, mais dans un conteneur sécurisé. Même si le poste de travail n'est pas maîtrisé, on va s'assurer que les données ne vont jamais sortir, que l'utilisateur va devoir se connecter, monter ce connecteur donc, pour pouvoir récupérer ces données. Si quelqu'un prend ces fichiers et les met ailleurs, bon, ils ne vont pas pouvoir être exploités. Voilà. Voilà, c'est effectivement tout ce qui est sécurité des terminaux. Et on voit effectivement que maintenant, on parle plus de gérer de solutions de gestion de parc MDM, mais d'UEM, Unified Endpoint Management. Donc, ils vont pouvoir appliquer notre stratégie de sécurité sur les postes de travail donc, et sur les mobiles aussi, avoir les mêmes politiques, les mêmes exigences. Un des principaux voilà, avantages, c'est cette capacité-là d'avoir les applications dans un conteneur sécurisé. Ils vont rester dans ce conteneur-là, ils ne vont pas sortir avec leurs données. C'est tout ce qui est gestion des utilisateurs nomades et c'est généralement aussi tout ce qui est action de réponse à distance en cas voilà, de détection de compromission ou autre, ou voire même tout ce qui est action d'assistance, donc assistance à distance, même si c'est des postes qui ne sont pas maîtrisés, si le télétravail perdure, peut-être que le collaborateur il aura besoin d'assistance pour des actions sur le poste et toute cette assistance-là ne doit pas devenir une brèche sécurité, on doit pouvoir lui fournir cette prise en main, diagnostic, correction de ses problèmes à distance de manière sécurisée. Donc, voilà. Donc, et ces solutions aussi, généralement, intègrent aussi donc, une couche optionnelle, souvent de protection contre les fuites de données. Donc, c'est aussi non négligeable. Il y a aussi l'aspect surveillance et traçabilité qui est très important parce qu'on ouvre de nouvelles voies, autoroutes vers les données de l'organisation, vers de nouveaux services. Souvent, on va ouvrir l'accès à des systèmes qui n'étaient pas nécessairement pensés pour du télétravail. C'est-à-dire, on considérait qu'il n'y avait que des postes de travail maîtrisés qui allaient pouvoir y accéder depuis le réseau de l'entreprise, de l'organisation, que ces postes de travail maîtrisés n'allaient pas lancer des attaques sophistiquées sur ces systèmes-là. Maintenant, c'est plus le cas. C'est le poste de travail voilà, qu'utilisait mon enfant qui était dans le lycée, qui est truffé de virus et je ne sais pas quoi, donc qui va accéder au même système que moi, bon, j'avais l'impression qu'il était sécurisé, mais c'est juste qu'il était moins exposé donc, aux attaques. Donc, c'est quelque chose de non négligeable et qui fait que par rapport à tout ce qui est télétravail, exposition, on va avoir beaucoup de personnes qui accèdent, doivent vérifier est-ce que c'est les bonnes personnes, est-ce que la personne, elle a travaillé, elle a accédé du matin jusqu'à
20 heures, puis elle accède à 3 heures du matin. Donc, il faut pouvoir détecter, réagir et il faut s'assurer qu'on a la bonne capacité, qu'on a la bonne visibilité, qu'on surveille les bons indicateurs et qu'on a la capacité à réagir lorsqu'il y a un comportement suspect, qu'on va le détecter et qu'on va pouvoir réagir donc à temps. Donc une autre brique est la traçabilité des accès privilégiés. Donc là encore, c'était très recommandé, même lorsque les accès se faisaient en interne. Maintenant, lorsqu'on parle d'accès à distance, lorsqu'on commence à ouvrir le cœur, les coffres de notre système d'information depuis l'externe, ça ne devient plus une option, c'est une brique nécessaire. Il faut savoir qui fait quoi sur le système d'information. Donc, et bien sûr, la sensibilisation. Donc, on a parlé de la sécurisation de l'accès, de la traçabilité, de la sécurisation du poste, de la sécurisation de la donnée. Et il faut sensibiliser aussi le collaborateur, continuer de sensibiliser le collaborateur. Donc, comme j'avais dit, les malveillants, ils vont profiter à fond, je dirais, de cet état et de son sentiment d'urgence, de ce sentiment euh, gérer, ils vont jouer sur les psychiques à travers des messages ciblés, des messages qui semblent importants. Et moi, personnellement, je n'arrête pas de recevoir les attaques gérer de phishing. Notre SOC n'arrête pas de traiter ce genre d'éléments. Donc, infini, les collaborateurs doivent redoubler d'attention gérer à ces menaces-là. Et il faut s'assurer gérer de leur vigilance et de leur maturité par rapport à ce genre d'événements, par rapport à ce genre d'attaque. À travers le télétravail, les personnes ne sont plus à côté. Il faut s'assurer qu'on a les moyens pour sensibiliser à distance, donc les différents collaborateurs, que les canaux qu'on utilise correspondent à ce qu'attendent les collaborateurs. Et il faut s'assurer qu'on va continuer de sensibiliser les collaborateurs. Il ne faut pas que ce soit une action one-shot, on envoie un mail, une communication et on disparaît dans la nature. Il faut qu'on ait vraiment une stratégie, une communication continue, régulière, on rappelle et on rappelle et on donne les piqûres, et on sensibilise. Donc, et tout ça à distance, ce n'est plus même du présentiel. Voilà, donc c'est les challenges de gérer de cette sensibilisation pendant la pandémie et pendant le confinement. Donc, tout ce qui est sensibilisation sur la sécurité, doit être enrichie et on doit s'assurer qu'elle intègre aussi, donc, dans ce contexte-là de télétravail, tout ce qui est confidentialité des données professionnelles, tout ce qui est protection du matériel. Donc, c'est des thématiques au cœur du télétravail, tout ce qui est sécurité des terminaux, tout ce qui est connexion hors réseau, voilà, ou connexion dans les réseaux domestiques, comme on a dit, comment sécuriser le poste, comment pas accéder à un Wi-Fi piégé, donc tout ce qui est phishing, tout ce qui est ingénierie sociale, et sensibiliser par rapport aux réflexes pour la notification des incidents de sécurité. Donc, dans le livre blanc, on a listé un ensemble de messages types, de recommandations types à destination des utilisateurs finaux. Donc, Infini, donc, nous avions essayé de dresser gérer une démarche par rapport à la sécurisation du télétravail en partant des obligations légales et des pratiques légales ici et ailleurs, en partant aussi donc de gérer de la nécessité, de l'intérêt de prévoir en amont tout ce qui est gestion de crise et tout ce qui est préparation de la continuité, en parlant des risques, des différentes stratégies. Et nous-mêmes, nous avons identifié et défini un modèle de maturité par rapport à la sécurité du télétravail, donc en partant du réactif, donc voilà, qui va réagir par rapport au télétravail, au stable, de l'organisation qui va mettre en place un ensemble de mesures pour assurer un minimum, à la proactif,
C'est l'organisation qui a anticipé, qui est dans un cycle d'amélioration, d'optimisation de ses processus de travail. Donc, elle a une visibilité réelle sur ce qui se passe, elle a les moyens pour réagir et tout. Donc, pour chaque modèle, on a identifié donc les caractéristiques et je dirais, les exemples d'activités qui sont réalisées par rapport à ces organisations-là pour vous permettre, tout à chacun, alors voilà, en toute transparence et autonomie, de vous identifier par rapport à identifier votre posture sécurité télétravail. Donc, bien sûr, tous ces éléments-là sont listés dans le livre blanc. Donc, dans le livre blanc, on avait rappelé certaines offres donc, qu'avaient fait qu'ont fait des éditeurs de la place, donc par mesure de solidarité, donc, où ils ont offert un ensemble de solutions, de produits gratuitement, bien sûr, souvent de manière limitée, temporaire. Ils ont fait des licences d'un mois, de 90 jours, d'un ensemble de solutions sécurité qui vont aider à la sécurisation du télétravail. On parle de Cisco, par exemple. Donc, qui ont donné des licences d'évaluation VPN, donc 750 licences par device, des licences firewall virtuelles, des comptes d'authentification forte, de même Palo Alto avec gérer des licences VPN pour l'accès à leur plateforme VPN Cloud et voilà donc F5 avec des licences là encore VPN pour leur portail donc APM et autres Fortinet. Donc il y a des licences, il y a des offres publiques et vous pouvez vous approcher donc de votre intégrateur, distributeur, voilà, pour prendre connaissance des possibilités. Vous serez souvent étonné. Les demandes d'autorisation exceptionnelles se font très rapidement pour des autorisations, pour des volumes importants. Vraiment, il y a un élan de solidarité important donc, par rapport à cet aspect-là. Bon. Donc voilà, j'ai essayé de faire vite. Je me suis tenu à mon programme 45 minutes. Donc voilà, le détail est décrit vraiment dans le livre blanc, donc et je me réserve ce créneau pour répondre éventuellement à vos questions. Donc aux questions. Nous, on était conscients que le, le- 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 que le volume de données traitées dans le livre blanc est comme très important, on traite de plusieurs domaines. Et voilà, on a voulu quand même se donner un espace pour répondre à vos questions par rapport à des sujets spécifiques au cas où vous aurez. Donc, si possible, bah, je vous demanderai, voilà, donc je ne sais pas s'il y avait des questions déjà posées. Hum, D'accord. Il y avait la question par rapport au VDI, en quoi il diffère par rapport au premier type d'accès. Donc, dans le premier type d'accès, donc on parlait par exemple d'une organisation qui va publier par exemple le système de téléphonie ou bien la messagerie. Donc, c'est accessible directement. Dès que j'ai mon client installé, j'accède donc à la plateforme ou bien un site web, voilà, avec un espace où je m'authentifie et j'ai accès à des services internes. C'est un exemple d'accès à des services fournis par l'application. Dans la partie VDI, euh, concrètement, euh, lorsque, j'ai effectivement un client qui tourne sur mon poste de travail. Ça peut être un client léger, quelque chose que j'exécute. J'ai pas besoin de privilégier l'administration pour le lancer. Mais lorsque je le lance, c'est comme un bureau à distance, terminal serveur ou bien un Citrix. Je me connecte à une autre plateforme. Sur l'autre plateforme, c'est comme si je me connectais à un autre PC. Et une fois que je me connecte à cet autre PC, à cette autre plateforme, j'ai mon poste, j'ai mon bureau, mon bureau virtuel, j'ai mes documents, j'ai mes applications et je me connecte comme si j'étais à l'intérieur de l'entreprise. En fait, le poste de travail virtuel, il est à l'intérieur
c'est pas le corona. Bon, c'est Le juste. travail. Le poste de travail virtuel, il est à l'intérieur du data center généralement et j'y retrouve toutes mes applications. Vraiment, le VDI a d'intérêt aussi lorsque j'utilise indépendamment du télétravail. On a vu, par exemple, des organisations utiliser systématiquement les VDI d'abord pour leurs prestataires externes. Lorsque la personne prestataire externe veut venir intervenir, elle n'intervient pas depuis son PC directement pour accéder au système interne, critique, production. Elle va passer par un poste relais, par un bastion. Depuis ce bastion, elle va accéder. Donc, c'était utilisé plus ou moins dans ce sens de traçabilité, des accès privilégiés ou autres. Après, on a commencé à voir les organisations qui vont aussi faire ça pour leur administrateur interne. Et puis, on a commencé à avoir des organisations qui ne vont pas faire ça pour un besoin de traçabilité, mais vraiment pour un besoin de confort. Parfois, on a des applications, entre parenthèses, qui sont legacy. Moi, j'ai Windows 10 et j'ai des applications qui tournent sur XP ou voilà, Windows 7 où il a besoin de composants spécifiques. Je ne peux pas l'installer sur les postes de travail des collaborateurs. Donc, je vais mettre cet environnement VDI, je vais y mettre les différentes applications, je vais demander aux gens pour accéder aux applications d'aller ouvrir une session sur cet environnement VDI avant d'ouvrir, avant de pouvoir utiliser les applications. Donc, tout en assurant un effort d'utilisation qui est très, très, très élevé. Cette même solution, elle peut être utilisée en mode télétravail. C'est-à-dire les gens ils ne vont pas accéder à l'environnement VDI depuis l'environnement de l'entreprise, mais en dehors de l'environnement de l'entreprise. Donc ça se prête aussi donc, à tout ce qui est télétravail avec l'avantage de pouvoir accéder aux différents systèmes, aux différentes applications de l'entreprise. C'est un des systèmes où on a une compatibilité très élevée. On peut retrouver le même environnement que ce qu'on avait. Malheureusement, par rapport aux autres solutions, et on l'a dans le livre blanc, on a essayé de classer ces solutions-là de par le niveau de sécurité apporté, mais aussi de par la complexité de mise en place. La solution VDI reste une des solutions quand même les plus, je dirais pas complexes, mais qui vont nécessiter un effort de mise en place plus important, dans le sens où je vais avoir besoin de capacité au niveau central en termes de stockage pour pouvoir avoir ces environnements de travail-là. Et je vais sûrement pas pouvoir le faire aussi rapidement que l'implémentation d'un VPN avec authentification forte ou autre. Donc, généralement, c'est ou bien les gens qui avaient des projets en amont, ou qui avaient une capacité VDI qui vont étendre, ou en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé par le futur. Donc, pour pouvoir avoir cette capacité-là et ce confort d'utilisation du télétravail par la suite. J'espère que. Ouais. Exemple de solution forte pour l'authentification forte. Bon, je dirais celle que nous, au Data Protect, nous utilisons Cisco Dio. En toute transparence, nous sommes intégrateurs de SafeNet et intégrateurs de Cisco Dio. Nous payons des licences SafeNet nous avons une trentaine de licences que nous payons pour un nombre de collaborateurs. Bah, avec la pandémie, Cisco nous a mis à disposition un nombre illimité de licences Cisco. Bah, on a déployé aussi les Cisco. Ça marche très bien, Cisco Dio. On a pris la décision de les acheter. Donc, voilà. Après, solution pour tracer les accès distants. Si on parlait VDI, Citrix peut aussi tracer. Donc, après, donc, les solutions, il y a tout ce qui est très utilisé ici au Maroc. Il y a Walix, il y a CyberArk, nous avons beaucoup de produits CyberArk. Euh, voilà, il y a BeyondTrust. C'est des solutions qu'on peut installer plus ou moins assez rapidement et qui vont pouvoir assurer cette traçabilité vidéo de tous les accès distants. Donc, en tout cas, nous, considérons ça, moi personnellement, je considère ça comme une brique élémentaire, c'est comme le firewall. On ne peut pas donner l'accès en administration au cœur du SI, voilà, tous les composants critiques sans avoir cette visibilité-là. C'est aussi très dissuasif, même par rapport aux administrateurs, ils savent que voilà, qu'ils ne peuvent pas se permettre de bêtises. Mhm.
Oui, effectivement, les dispositions télétravail devront être intégrées donc, dans les règles internes, au minimum, si on ne parle pas d'un autre contrat, mais de la charte qui doit prévoir, en tout cas, les responsabilités des collaborateurs par rapport, par rapport à, par rapport à tout ce qui est télétravail, leurs responsabilités pour la protection des données, pour s'assurer qu'ils ne vont pas désactiver les mesures en place, de la sensibilisation. Et puis, c'est comme pour tout ce qui est américain qui, dès 2010, exigeait des directions fédérales de considérer le télétravail dans leur plan de continuité d'activité. Ils devaient avoir une stratégie télétravail. Donc, ce n'est pas une option. Les solutions sont en place, les mesures sont en place, les politiques sont en place. Tout est en place pour le faire de manière sécurisée. D'accord. Oui, solution VDI via le cloud, effectivement. Je pense Amazon offre déjà ce genre et Azure aussi, donc Microsoft aussi. Donc ça peut être c'est aussi un très bon moyen pour pouvoir déployer le VDI rapidement. D'autant plus que ces éditeurs de cloud, ces fournisseurs cloud fournissent de la facturation. Donc voilà, par heure ou là, par mois. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir cette capacité, de pouvoir généraliser et puis éventuellement de réduire par la suite, de ne payer que pour les télétravailleurs. VPN cloud ou solution antivirus cloud, c'est Palo Alto. Donc, avec leur Global Protect, le nom le dit aussi bien, c'est une protection globale. Donc, voilà, avec un agent qui est installé sur le poste, on a la protection web, la protection, à rajouter la protection AV, on a tout passe qui passe par leur cloud et puis qui redescend vers. Mais bon, moi je donne à chaud, je m'excuserai, je suis transparent, je donne des avis personnels. Je sais que pour chaque besoin, on peut venir étudier, voilà, vous dire voilà, quelle est la meilleure solution qui correspondrait à vos besoins. Euh, Hormis le PCA dans les bonnes pratiques, il y a aussi le devoir de vigilance, notamment la cybervigilance, sans oublier les politiques de sécurité. Définitivement. Donc, comme on l'a dit, il y a cette partie surveillance qui est une brique, là aussi, donc, nécessaire, non optionnelle. Nous, ce qu'on a listé, on avait essayé de commencer, de parler des risques et de l'importance de pouvoir, en amont, identifier les risques les plus pertinents et les mesures les plus pertinentes, mais c'est quand même permis de proposer un ensemble de stratégies, donc je dirais à la limite à l'américaine, c'est-à-dire on sait qu'il y a un ensemble de risques, on ne va pas attendre que l'entité réalise son analyse de risque. Il y a un ensemble de risques et il faut mettre en place, gérer ces mesures. Ce n'est pas des mesures optionnelles, c'est vraiment un B à bas, c'est un minimum. Et la surveillance, et lorsque j'ai parlé effectivement surveillance, c'est aussi la veille cybersécurité par rapport aux différentes tendances. Ça a déjà montré son efficacité. Maintenant, il y a la veille et il y a l'identification dans notre système. C'est-à-dire, nous, on n'arrête pas, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, SOC, c'est-à-dire qui est affilié donc First, donc à, à plusieurs éditeurs spécialisés où on a une équipe qui ne fait que la veille, mais il faut identifier, gérer les nouvelles campagnes d'attaque, les nouvelles campagnes de phishing, les nouveaux malwares et tout. Donc, on va pouvoir avoir ces IOC, mais il faut avoir la capacité
de détecter que ces IOC sont actifs dans le réseau de l'organisation, qu'on a la visibilité sur ce qui arrive dans le réseau de l'organisation sur le poste du télétravailleur. Donc, c'est effectivement toutes ces briques, donc la concaténation de toutes ces mesures qui va nous permettre voilà, de fructifier cette veille. En termes de traçabilité des accès, les solutions du marché sont plus orientées gestion des accès. Les éditeurs solutions qui ont gestion des accès pour les solutions de télétravail pour une population plus large que les admins. Effectivement, dans les solutions de traçabilité des accès privilégiés ou de traçabilité des accès, euh, généralement, c'est des solutions qui sont aussi licenciées par un nombre d'utilisateurs simultanés et in fine, c'est-à-dire c'est plus des contraintes en termes de licence, même même sur la partie, par exemple, Citrix, là encore, c'est la licence Platinum, mais c'est par utilisateur. Donc, c'est effectivement licencié par utilisateur. Alors, lorsqu'on parle télétravail, on va avoir quand même un volume qui est non négligeable. Ça, c'est sûr. Maintenant, je pense que la majorité ou la quasi-majorité des solutions sont aussi donc effectivement financièrement donc sizées par nombre d'utilisateurs, même si il y a un effet de gérer dégressif avec le volume. Lorsqu'on a un volume important, on peut avoir des prix qui sont quand même très concurrentiels. Maintenant, il y a des alternatives open source, donc gratuites, donc Guacamole, avec les limitations que ça peut aussi apporter. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est de voir avec votre intégrateur par rapport à une certaine volumétrie. Les éditeurs Infini, ben, ils sont conscients, donc avec les volumes et tout, ils peuvent s'aligner. Il y a des solutions. Il y a aussi l'aspect non négligé qui est l'aspect du stockage. C'est-à-dire, si on commence à faire de la traçabilité en masse, bah, on va avoir gérer une consommation en termes de stockage pour enregistrer toutes ces vidéos-là. Voilà, on va avoir une consommation non négligeable, surtout si on veut faire de la rétention sur plusieurs semaines, là, bien sûr plusieurs mois. Donc, c'est aussi un facteur important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des éditeurs qui vont faire gérer qui vont avoir des agents ou les relais et qui vont faire le stockage sur le cloud. Donc c'est aussi une possibilité. Par rapport aux autres éditeurs dont j'avais parlé, donc les CyberArk, les Beyond Close et autres, il y a des solutions qui sont plus cataloguées productivité et qui vont agir à travers des agents sur le poste de travail. On ne va pas agir de manière centrale, mais on va avoir des agents sur le poste de travail. Et ces agents vont synchroniser avec notre serveur qui est en cloud, le serveur de l'éditeur qui est en cloud, ou bien à travers notre serveur qui est hébergé chez nous. Généralement, ces solutions ne vont pas aller dans la même granularité, ils sont plus orientés utilisateurs, ils ne vont pas aller dans la même granularité. Par exemple, ils ne vont pas faire une vidéo, ils vont faire des captures d'images, une image par seconde, par exemple, au lieu de 15 images par seconde, ils vont capturer ils vont consommer moins d'espace et voilà, ils sont plus orientés côté utilisateur, même côté tarif, ça n'a rien à voir par rapport aux autres solutions. Pour l'utilisation des solutions basées sur le cloud pour la protection des terminaux, quelles sont vos recommandations avant de sécuriser les données conformément à la réglementation en vigueur qui interdit que les données sensibles transitent par le cloud? N'est-ce pas? Donc effectivement, je pense la réglementation elle est claire, donc on va pas pouvoir. Il y a pour certains organismes qui ne peuvent pas
utiliser un certain nombre de solutions. Donc maintenant, moi, je ne peux que donner mon avis personnel. Donc, il y a d'autres formes de cloud. Donc, il y a des éditeurs. Donc, il y a des fournisseurs nationaux, donc d'hébergement, de hosting, qui peuvent être une bonne alternative. On ne va pas utiliser Amazon ou, voilà, ou Azure, mais on va utiliser des services donc, déployés dans ce data center-là, donc, pour avoir une certaine forme de cloud privé, hein. Mais voilà, donc moi, je ne pourrais pas vous recommander d'être contraire à la loi. Concernant la réponse aux incidents dans le cadre du travail, quelles sont les grandes lignes obligatoires de ce processus? Ben, il faut que déjà que l'équipe en charge de la réponse aux incidents soit dotée, soit outillée pour pouvoir détecter l'incident et puis soit dotée, soit outillée pour pouvoir le confirmer et pour pouvoir y répondre. Généralement, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau, on détecte qu'il y a quelqu'un qui est en train d'exfiltrer une données, on va bloquer cette action, on va bloquer ces flux-là. Bah, généralement, lorsqu'on met en place ces processus-là, on identifie des use cases et des process d'escalade. Il y a certains incidents où on va autoriser cette équipe-là à faire un certain nombre d'actions en toute autonomie, rapidement, juste en notifiant les parties prenantes de l'organisation. Donc, il y a certains use cases où on va dire pour ça, bah, il faut notifier telle personne. Si après 3 tentatives, elle ne répond pas, et dans moins de 5 minutes, on notifie telle personne, on appelle telle personne, sinon on appelle telle personne. Je vois que pour certaines organisations, on peut aller jusqu'au DG. Voilà. Donc, mais le principe, c'est de pouvoir agir vite et de pouvoir éventuellement pouvoir agir en autonomie pour les cas les plus flagrants. Oui. Donc, CyberArk One Identity sont plus orientés gestion de traçabilité des accès pour les accès de masse. Quelles sont les solutions les mieux adaptées? Donc, effectivement, donc, il y a des solutions qui sont orientées utilisateurs final, télétravailleurs, donc, donc où on va plus utiliser un agent qui est installé sur le poste de travail. On va le donner, je dirais, aux télétravailleurs, aux personnes, ils vont l'installer. Donc, et cet agent-là, bah, il va avoir plusieurs fonctions. Une des premières fonctions, c'est tout ce qui est productivité, généralement. Donc, on va pouvoir savoir avec précision, on va pouvoir faire des corrélations, des rapports. Par les personnes, généralement, ils commencent à travailler de 8 heures à 8h30, 9 heures. Ils passent sur une journée de 8 heures, ils vont passer 3 heures sur telle application, 1 heure sur telle application, voilà. Donc, et passer 3 heures, c'est pas juste ouvrir l'application, c'est combien de temps, lorsqu'il avait ouvert l'application, il avait manipulé la souris, le clavier, tapé, lorsqu'il était sur cette application-là. Donc, c'est très pratique. Ils ont ouvert le navigateur, on va savoir bah, sur quel site il avait passé plus de temps, on va avoir cette visibilité-là, et on peut aller jusqu'à là encore des enregistrements vidéo, des captures d'images, des captures d'écran, donc de ce qu'ils ont fait par rapport à telle application, telle autre application. Donc il y a des solutions, là encore, des spécialisés utilisateurs finaux et non pas administrateurs. Ils pourraient être utilisés pour les administrateurs, mais ils sont plus pensés pour les utilisateurs finaux. Généralement, c'est des agents à déployer sur les postes. Donc, tel TerraMind, donc solution que nous, on connaît très bien. J'ai dit iCloud et la réglementation OIV. Oui, pour les OIV, c'est ce que je disais, on ne peut pas vous recommander d'être selon la loi. Azure AWS, à ma connaissance, n'ont pas encore ces services-là sur des data centers, sur ces data centers locaux.
Je rappelle que voilà, tout le monde peut refaire je dirais peut refaire ses déploiements. C'est pas des déploiements VDI entre parenthèses complexes. Si avec votre fournisseur data center local, vous avez la capacité, je dirais, vous avez la capacité de faire du déploiement, d'avoir de la capacité par mois et non pas partir sur des abonnements annuels. Donc voilà, vous aurez plus ou moins la même capacité. Vous aurez effectivement besoin de services professionnels pour instancier le VDI, donc un petit plus. Mais hormis ça, donc voilà, vous aurez les mêmes avantages qu'un VDI Cloud, plus ou moins AWS ou Amazon pour le télétravail. Donc, quelles sont les mesures de sécurité à exiger vis-à-vis des prestataires dont on a besoin d'autoriser l'accès à nos plateformes en dehors de nos clauses confidentialité, de nos clauses de confidentialité contractuelle? Effectivement, bah, la clause, c'est un prérequis, c'est un minimum euh, égal, mais il faut s'assurer, il faut avoir la visibilité, la pleine assurance de tout ce qui est fait sur votre SI. Pour moi, mon avis personnel, c'est que indépendamment des accès à distance du télétravail, un prestataire qui intervient sur des systèmes en production, sur des systèmes qui manipulent des données, il doit passer par ces, entre parenthèses, bastions de traçabilité. Donc, au lieu d'accéder directement, il passe par ces systèmes qui vont enregistrer de manière visuelle tout ce qu'il fait tout ce qu'il fait et où vos équipes vont pouvoir voir en temps réel ou bien en différé ce qui se fait sur le système. Vous aurez cette piste de traçabilité. Pour moi, ça, c'est un minimum du moment qu'il y a intervention sur des systèmes en production. Donc, c'est les solutions qu'on a décrites tout à l'heure, les cyberarcs, euh, donc, merci à vous. Moi, je reste disponible s'il y a une question. Donc, ou bien voilà, sur le panel, vous pouvez rajouter des questions. Moi, l'idée pour nous, c'est de pouvoir voilà, répondre à toutes les questions, que ce soit à travers la session ou bien plus tard par mail. Voilà, si on n'a pas la réponse ou si on n'a pas, on ne peut pas répondre à tout. Oui, l'aspect token travail juste avec les VDI, pour moi, l'authentification forte, donc par token physique ou voilà, token virtuel, c'est un prérequis, indépendamment des stratégies pour l'accès. On accède par VPN ou par VDI. Et les VDI, oui, ils sont compatibles avec l'utilisation d'authentification forte par token. Ils sont compatibles. Donc, je viens de lire une partie de la question. Donc, l'aspect token travaille juste avec le VDI, ou bien on peut l'intégrer avec le client VPN. En fait, généralement, même pour le VDI, moi j'ai parlé de VDI, mais souvent, ce qu'on trouve, c'est que il y a le VDI, mais avant d'arriver au VDI, il y a le VPN. Ou bien le VPN, ou bien il y a le portail qui peut être un VPN SSL. Donc, voilà, juste pour ne pas obliger l'utilisateur à avoir un client installé sur son poste de travail. Effectivement, on va faire cette authentification forte donc sur le portail ou sur le client VPN. On ne va pas la faire sur le VDI. Parce que techniquement, sur tous les VDI, on peut rajouter aussi cette authentification forte. Mais bon, on essaie de la faire en amont lorsqu'il y a quelque chose en amont. Et généralement, il y a en amont ou bien un firewall VPN ou bien un portail SSL avant.
Rabi, Bonjour, bonjour Raoul. bonjour, c'est Marius Kwame. Bonjour, bonjour Marius, désolé. Ok, ce que je voulais dire, c'est que au niveau de VDY, comme je vous l'avais si bien dit, euh, il faut aller de bout en bout, sécuriser tout ce qui est infrastructure. Donc, étant en télétravail, nous savons que nous utilisons nos propres connexions Internet, n'est-ce pas? Oui, Étant à la oui, maison. Donc, oui, souvent, l'entreprise n'octroie pas de connexions dédiées aux travailleurs. Donc, ce que je veux dire, qu'il faut forcément installer tout ce qui est prérequis comme VPN ou oui, établir un profil depuis le data center lié soit à un poste. Donc, le poste qui doit se connecter, par exemple, au data center doit forcément avoir un antivirus installé sur son poste oui, et, et autres. Et comme vous avez aussi bien parlé d'authentification à multifactor, je pense que c'est aussi une exigence aussi au niveau de la sécurité, puisque on va se connecter directement à un VPN. Donc, en ouvrant le portail de VPN, il faudrait s'assurer que c'est lui, l'utilisateur, qui se connecte. Donc, par quel moyen? Donc, on va utiliser deux authentifications, euh, soit oui. par le mot de passe ou ce que lui, euh, il, il sait. Bon, il connaît ou il sait où ce qu'il est, peut-être. Voilà. Donc, en associant ces authentifications fortes-là, je pense que ça pourra aider à sécuriser le canal et les informations qui sont contenues dans le data center. C'était ma contribution, en fait. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, l'authentification forte, c'est pas une option. Donc, du moment qu'on parle télétravail, c'est pas du tout une option. Donc, c'est obligatoire. Donc, que ce soit VPN ou que ce soit accès direct, VDI ou autre, l'authentification forte vraiment n'est pas une option. Et effectivement, par rapport à tout ce qui est, ce avec quoi tu avais entamé, la discussion par rapport à tout ce qui est connexion de l'utilisateur, là, c'est vrai que là, on est en train de faire, en tout cas à travers ce livre blanc, et cette session, on fait le focus sur la sécurité. Maintenant, il faut s'assurer que tout le monde a la bande passante, a la capacité, Internet, les forfaits. Voilà, donc nous, je peux partager avec vous les témoignages qu'on a de plusieurs clients qui ont acheté, qui ont mis en place, au même titre que les licences pour l'authentification forte et autres, ils ont mis en place des packages VPN, des packages de data pour leurs collaborateurs, pour s'assurer que tout le monde, des forfaits téléphoniques et des packages téléphoniques, pour s'assurer que tout le monde va pouvoir avoir la capacité de travailler. Donc, doit mettre en place l'authentification forte, le VDI et tout, mais s'assurer aussi que les personnes, ils vont avoir aussi la capacité pour pouvoir utiliser ces services-là. Donc, Effectivement, effectivement, c'est ça. C'est ça ma préoccupation. Donc, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, avant d'utiliser ces services, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse de la consommation de la bande passante au niveau des services. Euh, quelles sont en matière de bande passante, quelles sont les ressources qui consomment assez de bande passante et puis essayer de les customiser avant de les rendre disponibles aux utilisateurs. Euh, je prends par exemple, lorsque vous utilisez par exemple Teams, Teams qui est aussi un outil de télétravail qui permet de partager tout ce qui est fichier autres et aussi tout ce qui est OneDrive et autres. Euh, tout cela ouais. utilise assez de bandes passantes. Donc, si nous n'arrivons pas à customiser tout ce qui est bandes passantes et puis à mieux dimensionner, c'est la sécurité aussi qui y va, puisqu'on parle de la disponibilité. Ouais. Donc, il faut tout à fait aller aussi dans ce sens aussi pour pouvoir mieux travailler en télétravail, bien sûr. Définitivement, définitivement. Et là, c'est là où on commence à voir des solutions donc, de certains éditeurs. Bon, j'avais cité Palo Alto, mais il y a d'autres éditeurs qui ont les mêmes solutions où, au lieu que l'organisation upgrade, gérer sa liaison Internet, ses tuyaux Internet et tout, le VPN, il ne va plus être fait avec l'organisation, il va être fait faire le cloud de l'éditeur. Donc, c'est le cloud de l'éditeur donc, qui est dimensionné et surdimensionné pour les différents flux des utilisateurs, que ce soit les flux métiers qui vont être reroutés
là, à travers un VPN vers l'organisation, ou bien les flux web qui vont sortir directement depuis le cloud de l'éditeur. Donc, de sorte à voilà, répondre vraiment à ce besoin-là. Donc, où on est dans la capacité d'agrandir notre débit Internet, ben, on va passer par ces solutions-là. Voilà. Voilà, donc, sachant que ces Effectivement, éditeurs, ils vont facturer la bande passante aussi, mais in fine, eux, ils ont la capacité de supporter ces extensions-là, chose qui peut être plus long, plus difficile. Voilà, donc ça existe. Et là, je dirais même qu'une bonne partie des éditeurs ont proposé, par solidarité, des upgrades gratuites de la bande passante, de la capacité utilisée. C'est vraiment. effectivement. On peut même aller avec le SD, le Software Defined WAN ou Network. Voilà, pour customiser un peu la bande passante au niveau des éditeurs qui présentent aujourd'hui, l'équipementier aujourd'hui présente la solution de SD. Ouais, Je pense que on pourra aller dans ce sens aussi. définitivement. Merci, c'était ma Merci contribution. à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et bon, si vous n'avez pas de questions, là maintenant, je pense qu'on va mettre fin à je dirais à la session. En tout cas, je remercie tous les participants. Donc, voilà, j'espère que vous apprécierez donc, je dirais le livre blanc bon, qu'on s'est organisé pour vous offrir. Donc, si vous avez des questions, des compléments d'information, donc toute l'équipe Data Protect est à votre disposition. Donc, merci.